Bonsoir les amis et bienvenue sur Nocta Music. Ce soir, nous allons explorer ensemble l'histoire d'un homme qui a transcendé la musique pour devenir un véritable symbole mondial de paix, d'unité et de résistance. Un homme dont le visage est reconnaissable aux quatre coins de la planète, dont les mélodies continuent de résonner dans les cœurs et dont le message reste d'une actualité bouleversante des décennies après sa disparition. Je parle bien sûr de Robert Nesta Marley, que le monde entier connaît sous le nom de Bob Marley. Installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez-vous porter par cette histoire extraordinaire. Ce soir, nous allons voyager de la campagne jamaïcaine aux scènes les plus prestigieuses du monde. Des rues difficiles de Trenchtown au palais et au stade rempli de dizaines de milliers de personnes. Nous allons découvrir comment un jeune garçon métis, né dans un petit village rural, a réussi à devenir le premier véritable superstar du tiers-monde, celui qui a porté la voix du reggae et du mouvement Rastafari jusqu'aux oreilles du monde entier. L'histoire de Bob Marley n'est pas simplement celle d'un musicien talentueux, c'est l'histoire d'un prophète moderne, d'un homme qui a cru que la musique pouvait changer le monde, et qui d'une certaine manière a eu raison. Alors que vous vous préparez à vous endormir, laissez cette histoire vous emporter doucement. L'histoire de Bob Marley est riche, profonde, parfois tragique, mais toujours inspirante. C'est une histoire qui mérite d'être racontée lentement, avec attention, en explorant chaque détail, chaque moment qui a contribué à faire de cet homme une légende. Au fil de ce voyage nocturne, nous découvrirons non seulement sa musique, mais aussi l'homme derrière la guitare, ses croyances profondes, ses luttes, ses amours, ses triomphes et ses moments de vulnérabilité. Car Bob Marley était avant tout un être humain, avec toutes les complexités et contradictions que cela implique. Pour comprendre Bob Marley, il faut d'abord comprendre d'où il vient. Il faut imaginer la Jamaïque du milieu des années 40, une île des Caraïbes encore sous domination britannique, un endroit où les inégalités sociales et raciales façonnaient profondément la vie quotidienne des habitants. C'est dans ce contexte que naît, le 6 février 1945, un petit garçon dans le village de Nine Mile, situé dans la paroisse de Sainte-Anne, au cœur des collines verdoyantes de la Jamaïque rurale. Ce petit garçon reçoit le nom de Robert Nesta Marley. Sa venue au monde est déjà marquée par une particularité qui va profondément influencer sa vie et son identité. Sa mère, Cedella Malcolm, appelée affectueusement Sidi, est une jeune Jamaïcaine noire de 18 ans, fille d'un fermier respecté de la région. Son père, Norval Sinclair Marley, est un homme blanc d'origine britannique, superviseur dans une plantation, qui Hearts, près de 60 ans au moment de la naissance de Bob. Cette union entre une adolescente noire et un homme blanc beaucoup plus âgé n'était pas courante dans la Jamaïque de l'époque et elle allait marquer profondément l'enfance du jeune Robert. Norval Marley était une figure mystérieuse et largement absente de la vie de Bob. Officier de la marine britannique, il venait d'une famille relativement aisée, mais sa relation avec Cedella et son fils resta toujours distante. Après la naissance de Bob, Norval était rarement présent, préférant maintenir une distance avec sa famille jamaïcaine. Cette absence paternelle allait créer un vide dans la vie du jeune garçon. Un vide qui serait plus tard partiellement comblé par la musique et par une quête spirituelle profonde. Norval Marley mourra d'une crise cardiaque alors que Bob n'avait que 10 ans et le jeune garçon n'aura finalement passé que très peu de temps avec cet homme qui était son père biologique. La petite enfance de Bob à Nine Mile fut marquée par cette réalité de l'identité mixte. Dans un village rural où la plupart des habitants étaient noirs, le jeune Bob, avec sa peau plus claire et ses traits métissés, se distinguait. Les enfants du quartier le surnommaient parfois cruellement « White Boy », le garçon blanc, une moquerie qui blessait profondément le jeune Robert. Cette expérience de ne pas tout à fait appartenir, d'être prise entre deux mondes, allait profondément façonner sa vision du monde. Plus tard dans sa vie, Bob Marley dirait une phrase qui résume parfaitement cette philosophie forgée dans l'adversité de l'enfance. « Je ne suis ni du côté de l'homme blanc, ni du côté de l'homme noir. Je suis du côté de Dieu. » Cette position, née de l'expérience personnelle, deviendrait centrale dans son message de paix et d'unité. Mais la vie à Nine Mile
n'était pas que difficulté, c'était aussi un endroit magique, imprégné de traditions orales et de folklore africain. Le grand-père maternel de Bob n'était pas seulement un fermier prospère, il était aussi ce qu'on appelait un bush doctor, un guérisseur qui pratiquait la médecine traditionnelle à base de plantes, mêlées de mysticisme. Dans ces collines jamaïcaines isolées, ces pratiques ancestrales étaient respectées et recherchées. Le jeune Bob grandissait entouré d'histoires, de chants, de croyances anciennes, transmises de génération en génération depuis l'époque où les ancêtres africains avaient été arrachés à leurs terres et amenés de force dans les Caraïbes. Cette immersion dans la tradition orale et la spiritualité africaine allait profondément influencer la façon dont Bob concevrait plus tard sa musique comme un moyen de raconter des histoires, de transmettre des messages, de préserver la mémoire collective. Il y avait quelque chose de particulier chez le jeune Bob qui intriguait les adultes du village. L'enfant était connu pour sa nature timide et réservée, pour son regard intense et pénétrant qui semblait voir au-delà des apparences. On racontait dans le village que le petit Bob avait un don étrange pour la lecture des paumes, qu'il pouvait prédire l'avenir des gens en examinant leurs mains. Ses prédictions, paraît-il, se révélaient souvent étonnamment justes, ce qui lui valait une réputation mystérieuse dans la communauté. Cette aura de mysticisme, cette connexion avec quelque chose de plus grand que lui, allait rester présente tout au long de sa vie et transparaîtrait dans sa musique profondément spirituelle. Mais la vie paisible de la campagne jamaïcaine ne durerait pas éternellement pour le jeune Bob. À la fin des années 50, alors qu'il approchait de l'adolescence, sa mère, Cédella, prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. Elle décida de quitter Nine Mile pour s'installer à Kingston, la capitale jamaïcaine, à la recherche de meilleures opportunités. Bob, qui avait alors environ 12 ou 13 ans, accompagna sa mère dans cette migration, passant des collines verdoyantes et tranquilles de la campagne à l'agitation urbaine, à la densité, à la dureté de la vie en ville. La famille s'installa dans un quartier qui allait devenir légendaire dans l'histoire du reggae, Trenchtown. Le nom lui-même évoque la réalité de ce lieu. Trenchtown, littéralement la ville de la tranchée, avait été construit sur des terres marécageuses, au-dessus des tranchées d'égouts de Kingston. C'était un des quartiers les plus pauvres de la capitale jamaïcaine, constitué de rangées de baraquements gouvernementaux appelés « Government Yard », où s'entassaient des familles nombreuses dans des conditions précaires. La vie à Trenchtown était rude. Le chômage était élevé, la violence était présente, la pauvreté était omniprésente. Pour un jeune garçon venant de la campagne, l'adaptation fut difficile. Il fallait apprendre à se défendre, à ne pas montrer de faiblesse, à survivre dans un environnement où seuls les plus durs s'en sortaient. C'est dans ce contexte que Bob gagna un surnom qui resterait avec lui toute sa vie, Tough Gong, le dur, le tenace. Il fallait être tough, résistant, pour survivre dans les rues de Trenchtown. Le jeune Bob, malgré sa stature plutôt petite, il ne mesurait qu'environ 1,67 m, développa une résilience, une force intérieure qui impressionnait ceux qui le connaissaient. Il apprit à se battre quand c'était nécessaire, mais il développa aussi une sagesse, une philosophie de vie qui cherchait à transcender la violence ambiante. Malgré la dureté de Trenchtown, ou peut-être à cause d'elle, le quartier était aussi un bouillonnement créatif incroyable. La musique était partout. Dans les rues, on entendait les sound systems, ces énormes systèmes de sonorisation mobile qui diffusaient de la musique, du rhythm and blues américain, du jazz et surtout cette nouvelle musique jamaïcaine qui était en train d'émerger, le ska. Le ska, avec son rythme syncopé et enjoué, mélangeait les influences du jazz américain, du rhythm and blues avec les traditions musicales jamaïcaines. C'était une musique de fête, une musique d'espoir, une échappatoire pour des jeunes qui n'avaient pas grand-chose d'autre. Pour Bob, comme pour tant d'autres jeunes de Trenchtown, la musique devint rapidement bien plus qu'un simple divertissement. Elle devint une passion, puis une obsession, et finalement une voie de salut possible. À l'école primaire et secondaire de Stepney, Bob ne brillait pas particulièrement par ses résultats académiques. Mais dès qu'il s'agissait de musique, ses yeux s'illuminaient. Il passa de plus en plus de temps à écouter de la musique, à essayer de comprendre comment elle fonctionnait, comment elle était construite.
Il commença à imaginer qu'il pourrait peut-être lui aussi créer cette magie. À l'âge de 14 ans, Bob prit une décision importante. Il abandonna l'école pour devenir apprenti soudeur. C'était un métier manuel, dur, mais qui offrait au moins la perspective d'un revenu stable. Sa mère, comme beaucoup de parents, espérait que son fils apprendrait un métier honorable qui lui permettrait de subvenir à ses besoins. Mais le destin avait d'autres plans. Un jour, alors qu'il travaillait, Bob subit un accident qui lui blessa gravement l'œil. Ce fut un tournant. Cet accident, bien que douloureux et effrayant, le poussa à abandonner définitivement le métier de soudeur. Si l'univers lui envoyait un signe, Bob était prêt à l'écouter. Il décida alors de consacrer toute son énergie à ce qui le faisait vraiment vibrer, la musique. C'est à Trenchtown que Bob rencontra deux jeunes hommes qui allaient devenir essentiels dans son parcours musical. Le premier s'appelait Neville O'Reilly Livingston, mais tout le monde l'appelait Bunny. Le deuxième s'appelait Winston Hubert McIntosh, connu sous le nom de Peter Tosh. Ces trois jeunes hommes avaient beaucoup en commun. Ils venaient tous de milieux modestes, ils avaient tous grandi dans la dureté des quartiers pauvres de Kingston et ils partageaient tous une passion dévorante pour la musique. Mais au-delà de ces points communs, il y avait aussi des liens familiaux complexes qui les rapprochaient. Bunny Wailer était en quelque sorte le demi-frère de Bob. Le père de Bunny, Thaddeus Livingston, avait eu une relation avec la mère de Bob, Cedella, après qu'elle se soit installée à Kingston. Cette famille recomposée créait des liens étroits entre les deux garçons qui se considéraient comme des frères. Les trois jeunes hommes passaient leurs journées ensemble à Trenchtown, à écouter de la musique, à en discuter, à essayer de reproduire les sons qu'ils entendaient. Ils avaient un mentor précieux en la personne de Joe Higgs, un chanteur local respecté qui habitait également Trenchtown. Joe Higgs était une figure importante de la scène musicale jamaïcaine naissante. Avec une générosité remarquable, il offrait des cours de chant gratuits aux jeunes du quartier, leur apprenant les harmonies vocales, les techniques de respiration, l'art de l'interprétation. Bob, Bunny et Peter étaient des élèves assidus. Ils passaient des heures à travailler leur voix, à harmoniser ensemble, à créer ce son unique qui naît quand trois voix se mêlent parfaitement. En 1963, alors que Bob n'avait que 18 ans, les trois amis décidèrent de franchir le pas et de former officiellement un groupe vocal. Ils n'étaient pas seuls au début. D'autres jeunes du quartier se joignirent à eux, notamment Junior Braithwaite, Beverly Kelso et Cherry Smith. Le groupe cherchait un nom qui les représenterait. Ils essayèrent plusieurs options. D'abord The Teenagers, puis The Wailing Rude Boys, faisant référence aux Rude Boys, ces jeunes rebelles des ghettos de Kingston. Finalement, ils se fixèrent sur The Wailing Wailers, qui devint simplement The Wailers. Ce nom portait en lui toute la détresse et le cri de leur génération. Comme Bob l'expliqua plus tard, ils s'appelaient les Wailers parce qu'ils étaient nés en pleurant, nés wailing, dans la pauvreté et les difficultés du ghetto. L'année précédente, en 1962, Bob avait déjà tenté de lancer une carrière solo. À l'âge de 16 ans à peine, il avait enregistré ses toutes premières chansons avec un producteur nommé Leslie Kong. Ces chansons, dont une intitulée Judge Not, n'avaient rencontré aucun succès commercial. Bob était déçu mais pas découragé. Il savait maintenant qu'il avait besoin d'un groupe, d'une identité collective plus forte. Les Wailers représentaient cette nouvelle chance, cette opportunité de vraiment percer dans l'industrie musicale jamaïcaine qui était en pleine effervescence. Le groupe attira rapidement l'attention d'un homme qui allait jouer un rôle crucial dans leur début, Clement Dodd, connu dans le milieu sous le nom de Sir Coxsone. Coxsone Dodd était un des producteurs les plus importants de la scène musicale jamaïcaine. Il possédait Studio One, un des studios d'enregistrement les plus réputés de Kingston, et il avait l'oreille pour repérer les talents prometteurs. Quand il entendit les harmonies des Wailers, quand il vit la présence scénique du jeune Bob Marley, il sut qu'il tenait quelque chose de spécial. Sous la direction de Coxsone Dodd à Studio One, les Wailers commencèrent à enregistrer sérieusement.
Leur premier véritable succès arriva en 1964 avec une chanson intitulée « Simmer Down ». Cette chanson, interprétée dans le style ska, alors très populaire, portait un message social important. Elle s'adressait aux Rude Boys, ces jeunes rebelles souvent violents de Kingston, les exhortant à se calmer, à simmer down, à contrôler leur colère et leur agressivité. C'était déjà, très tôt dans sa carrière, une indication de ce que serait la musique de Bob Marley, un mélange de rythmes entraînants et de messages sociaux conscients. Simmer Down fut un énorme succès en Jamaïque. On rapporte que la chanson se vendit à plus de 80 000 exemplaires sur l'île, un chiffre considérable pour l'époque et pour un marché aussi petit que la Jamaïque. Du jour au lendemain, les Wailers devinrent des stars locales. Le jeune Bob Marley, à seulement 19 ans, goûtait pour la première fois au succès, à la reconnaissance du public, à cette sensation grisante d'entendre sa propre musique jouée dans les rues, dans les bars, dans les sound systems. Tout au long des années 60, les Wailers continuèrent à travailler avec Studio One, enregistrant douzaine après douzaine de singles dans les styles ska et rocksteady, ce dernier étant une évolution plus lente et plus soul du ska. Des titres comme Rude Boy, I'm Still Waiting, et une première version de ce qui deviendrait plus tard un classique, One Love, sortirent de ce studio. Ces chansons construisaient progressivement une base de fans fidèles en Jamaïque. Bob, Bunny et Peter développaient leur son, apprenaient le métier d'artiste, écrivaient de plus en plus leurs propres compositions. Mais tout n'était pas rose dans ce monde apparemment glamour de la musique. La réalité de l'industrie musicale jamaïcaine à cette époque était brutale pour les artistes. Les contrats étaient souvent injustes, les royalties minimes ou inexistantes. Les Wailers, comme tant d'autres groupes jamaïcains, découvrirent qu'ils voyaient très peu d'argent provenant de leur succès. Coxsone Dodd gardait la majeure partie des profits, une pratique courante mais frustrante. Cette injustice financière allait créer des tensions croissantes entre les Wailers et leurs producteurs. En 1966, deux événements majeurs allaient transformer profondément la vie de Bob Marley. Le premier fut son mariage. Le 10 février 1966, Bob épousa une jeune chanteuse nommée Alpha-Rita Anderson, que tout le monde appelait Rita. Rita était membre d'un trio vocal féminin appelé The Soulettes. C'était une jeune femme talentueuse, belle, avec une voix magnifique. Bob et Rita s'étaient rencontrés à Trenchtown et malgré leur jeune âge, ils décidèrent de se marier. Ce mariage allait durer jusqu'à la mort de Bob, même s'il serait marqué par de nombreuses complications et infidélités de la part de Bob. Rita deviendrait non seulement sa femme, mais aussi une collaboratrice musicale importante, chantant les harmonies sur de nombreux enregistrements des Wailers. Juste après son mariage, Bob prit une décision surprenante. Il quitta la Jamaïque pour suivre sa mère aux États-Unis. Cédella s'était installé à Wilmington dans le Delaware, cherchant comme tant d'immigrants jamaïcains de meilleures opportunités économiques en Amérique. Bob passa plusieurs mois aux États-Unis, travaillant à divers petits boulots pour gagner de l'argent. Il travailla notamment comme assistant de laboratoire chez DuPont et comme ouvrier dans une usine Chrysler, utilisant parfois le pseudonyme Donald Marley pour éviter des complications administratives. Les détails exacts de cette période américaine restent flous, différentes sources donnant des durées différentes pour son séjour. Mais ce qui est certain, c'est que cette expérience élargit les horizons de Bob. Il vit de ses propres yeux l'Amérique, avec ses richesses et ses propres injustices raciales, et cette expérience nourrit sa vision du monde. Le deuxième événement majeur de 1966 se produisit pendant que Bob était en Amérique, mais il allait avoir un impact profond sur lui à son retour. En avril de cette année-là, un événement historique secoua la Jamaïque, la visite de l'empereur Haïlé Sélassié Ier d'Éthiopie à Kingston. Pour comprendre l'importance de cette visite, il faut comprendre le mouvement Rastafari qui s'était développé en Jamaïque depuis les années 30. Les Rastafari, inspirés par les enseignements de Marcus Garvey, un activiste panafricain jamaïcain, croyaient que Haïlé Sélassié, né Rastafari, était le Messie noir annoncé, la réincarnation divine venue
libérer les peuples noirs de l'oppression. Pour les Rastafari, l'Éthiopie représentait Sion, la terre promise, et Haïlé Sélassié était littéralement Djar, Dieu sur terre. Quand l'avion de l'empereur atterrit à Kingston le 20 et 1 avril 1966, des dizaines de milliers de Jamaïcains se pressèrent à l'aéroport et dans les rues pour l'apercevoir. Rita Marley était parmi la foule. Ce qu'elle vit ce jour-là la bouleversa profondément. Elle raconta plus tard qu'elle avait vu des stigmates sur les paumes de l'empereur, comme ceux du Christ, une vision mystique qui la convainquit de la divinité de Haïlé Sélassié. Que cette vision soit réelle ou le produit d'une ferveur religieuse intense, l'effet sur Rita fut immédiat. Elle embrassa le mouvement Rastafari avec passion. Quand Bob revint de son séjour américain vers la fin de 1966 ou le début de 1967, il trouva sa femme transformée, pleine d'une nouvelle ferveur spirituelle. Rita lui parla de Rastafari, des enseignements du mouvement, de la divinité de Haïlé Sélassié. Bob, qui avait grandi dans le christianisme, mais qui avait toujours cherché une spiritualité plus profonde, plus authentique, fut profondément touché par ces idées. Progressivement, il adopta la foi Rastafari. Il commença à laisser pousser ses cheveux en dreadlocks, ces longues mèches nattées qui sont une partie importante de l'identité Rastafari, symbolisant le vœu du Nazaréen de ne jamais se couper les cheveux. Il adopta le mode de vie Ital, le régime alimentaire Rastafari qui évite la viande et privilégie les aliments naturels. Et surtout, il commença à incorporer la philosophie Rastafari dans ses paroles de chansons, parlant de Jah, de Babylone, le système oppressif, de Sion, la terre promise, du rapatriement en Afrique. Cette transformation spirituelle allait devenir absolument centrale dans la musique de Bob Marley. Ce n'était pas simplement un choix esthétique ou culturel, c'était une conviction profonde qui allait informer chaque aspect de sa vie et de son art pour les 15 années restantes de son existence. De retour en Jamaïque, et avec cette nouvelle identité spirituelle en formation, Bob se remit au travail avec les Wailers. Mais les tensions avec Coxsone Dodd continuaient de croître. En 1967, Bob, Bunny et Peter décidèrent de prendre leur destin en main. Ils quittèrent Studio One et tentèrent de créer leur propre label indépendant qu'ils appelèrent Well & Soul M. L'idée était de contrôler eux-mêmes leur musique et leurs finances, de ne plus dépendre de producteurs qui les exploitaient. Ils sortirent quelques singles, dont Bend Down Low et Mellow Mood, qui présentaient aussi les Soulettes, le groupe vocal de Rita. Mais la réalité économique était implacable. Sans capital, sans système de distribution efficace, sans les connexions de l'industrie, leur petit label indépendant ne put survivre. Il ferma ses portes en 1968. Cette période de la fin des années 60 fut difficile financièrement pour Bob et sa jeune famille. Rita avait donné naissance à leur premier enfant, et ils luttaient pour joindre les deux bouts. Bob prit divers petits boulots quand la musique ne rapportait pas assez, mais il ne perdit jamais de vue son rêve. Il savait qu'il avait quelque chose de spécial à offrir. Il fallait juste trouver le bon partenaire, la bonne opportunité. Cette opportunité se présenta en 1969 sous la forme d'un homme qui allait devenir une figure légendaire de la musique jamaïcaine, Lee Perry, surnommé Scratch. Lee Scratch Perry était un producteur visionnaire, un véritable génie musical connu pour son approche expérimentale et innovante du reggae et du dub. Le reggae lui-même était en train d'émerger à cette époque comme l'évolution naturelle du rocksteady, encore plus lent, plus profond, avec une emphase sur la basse et la batterie, créant ce groove hypnotique qui deviendrait la marque du genre. La collaboration entre les Wailers et Lee Perry fut créativement explosive. Perry introduisit Bob et les autres à un nouveau groupe de musiciens de session qui allait devenir essentiel au son des Wailers, les frères Barrett. Aston Barrett, surnommé Family Man, jouait de la basse avec un groove profond et terreux qui devenait la fondation même de chaque morceau. Son frère Carlton Barrett était à la batterie, créant avec Aston une section rythmique d'une solidité inébranlable. Ce tandem des frères Barrett allait rester la colonne vertébrale musicale des Wailers jusqu'à la fin. Ensemble, Perry,
Les Wailers et les frères Barrett créèrent une série de chansons qui sont aujourd'hui considérées comme des classiques du reggae roots. Des titres comme Soul Rebel, Duppy Conqueror et Quarantine Years capturaient parfaitement l'essence de ce nouveau son plus militant, plus profondément enraciné dans la conscience rastafari et la protestation sociale. Ces chansons parlaient de la lutte contre l'oppression, de la fierté africaine, de la résistance contre Babylone. C'était du reggae dans sa forme la plus pure et la plus puissante. En 1970, le label britannique Trojan Records sortit un album compilant une partie de ce travail sous le titre Soul Rebels. C'était la première fois que le son roots des Wailers atteignait le Royaume-Uni de manière significative. Mais comme cela semblait être le destin des Wailers, cette collaboration fructueuse avec Lee Perry se termina mal. Les Wailers découvrirent que Perry gardait toutes les royalties des ventes de Soul Rebels au Royaume-Uni sans rien leur reverser. Une fois de plus, ils se sentaient exploités, trahis par quelqu'un en qui ils avaient eu confiance. En 1971, ils rompirent avec Lee Perry, déterminés à ne plus jamais se laisser manipuler ainsi. Bob Marley approchait maintenant de ses 27 ans. Il avait près d'une décennie d'expérience dans l'industrie musicale jamaïcaine. Il avait connu des succès locaux, avait développé un son unique et puissant, avait écrit des dizaines de chansons remarquables. Mais financièrement, il avait très peu à montrer pour tout ce travail. Il était frustré, parfois découragé, mais jamais vaincu. Il savait que quelque chose devait changer. Les Wailers avaient besoin d'une véritable percée, d'un accès au marché international qui leur permettrait enfin de vivre de leur musique et de partager leur message avec le monde entier. Cette percée était sur le point d'arriver, mais elle nécessiterait que Bob prenne des risques, qu'il s'aventure loin de la Jamaïque, qu'il frappe aux portes de gens qui pourraient soit l'ignorer, soit transformer sa vie à jamais. L'histoire des Wailers était sur le point d'entrer dans une nouvelle phase, une phase qui allait les catapulter de stars jamaïcaines locales à icônes internationales du reggae. En 1971, Bob Marley fit un voyage en Suède pour travailler sur la bande originale d'un film avec un chanteur américain nommé Johnny Nash. Nash était déjà relativement connu aux États-Unis et avait développé un intérêt pour la musique jamaïcaine lors de séjours sur l'île. Cette connexion avec Nash s'avéra précieuse pour Bob. Non seulement elle lui donna l'opportunité de voyager et de travailler dans un contexte plus international, mais elle conduisit aussi à quelque chose d'important. Johnny Nash décida d'enregistrer une des chansons de Bob, une composition intitulée Stir It Up. En 1972, la version de Nash de Stir It Up devint un hit, se classant dans le top 20 aux États-Unis et au Royaume-Uni. C'était la première fois qu'une chanson écrite par Bob Marley atteignait les charts internationaux, même si ce n'était pas Bob lui-même qui la chantait. Cette exposition était néanmoins cruciale. Elle commençait à faire connaître Bob Marley comme auteur-compositeur au-delà des frontières de la Jamaïque. Encouragés par ce succès modeste mais significatif, les Wailers signèrent un contrat de courte durée avec CBS Records en 1972. Ce label majeur les envoya à Londres pour promouvoir un single, mais l'enthousiasme initial de CBS s'évanouit rapidement. Le label décida que les Wailers n'avaient pas le potentiel commercial espéré et les laissa tomber, les abandonnant littéralement à Londres sans support ni argent pour rentrer chez eux. Bob, Bunny et Peter se retrouvèrent coincés en Angleterre, dans une situation précaire, se demandant comment ils allaient pouvoir continuer. C'est dans ce moment de vulnérabilité que Bob Marley fit un geste audacieux qui allait changer sa vie et l'histoire de la musique reggae pour toujours. Il se rendit dans les bureaux d'Island Records et demanda à rencontrer le fondateur du label, Chris Blackwell. Ce geste nécessitait un courage considérable. Island Records était déjà un label respecté et Chris Blackwell était un homme d'affaires britannique prospère qui avait grandi en Jamaïque et qui connaissait bien la musique de l'île. Blackwell avait eu du succès avec Jimmy Cliff, un autre artiste reggae jamaïcain qui avait joué dans le film The Harder They Come, mais Cliff était sur le point de quitter le label. Quand Blackwell rencontra Bob Marley, il vit quelque chose de spécial. Il vit un homme avec une présence magnétique, une conviction profonde, une image rebelle mais spirituelle qui pourrait potentiellement attirer non seulement les amateurs de reggae,
mais aussi le public rock blanc. Blackwell croyait que le reggae pouvait être commercialisé auprès des auditeurs de rock s'il était présenté de la bonne manière. Et dans Bob Marley, il voyait le véhicule parfait pour cette vision. Dans un geste qui était extraordinairement audacieux pour l'époque, Blackwell avança aux Wailers 4000 livres sterling pour enregistrer un album. C'était une somme considérable, un véritable vote de confiance dans le potentiel du groupe. Bob et les Wailers retournèrent en Jamaïque avec cet argent et cette opportunité incroyable. Ils se mirent immédiatement au travail dans les studios jamaïcains, utilisant l'avance de Blackwell pour créer non pas une simple collection de singles, mais un véritable album cohérent, pensé comme une œuvre complète. Le résultat fut Catch a Fire, qui sortit en avril 1973 sur Island Records. Cet album allait devenir un moment charnière dans l'histoire du reggae. Catch a Fire était révolutionnaire à plusieurs niveaux. Tout d'abord, sa présentation même était innovante. Chris Blackwell décida de le sortir dans un packaging unique qui ressemblait à un briquet Zippo géant, une idée qui attirait l'attention et se démarquait complètement sur les étagères des magasins de disques. Mais au-delà du packaging, c'était la musique elle-même qui était spéciale. Blackwell avait fait ajouter quelques overdubs de guitare rock à Londres pour donner à l'album un son légèrement plus accessible aux oreilles occidentales. Mais l'essence du reggae roots restait intacte. Des chansons comme Concrete Jungle, avec ses paroles décrivant la dure réalité de la vie à Kingston, Stir It Up, cette ode sensuelle et langoureuse à l'amour, et Slave Driver, une chanson militante sur l'exploitation et l'esclavage, montraient l'étendue du talent d'écriture de Bob et la profondeur de sa conscience sociale. Catch a Fire reçut une attention médiatique considérable dans la presse rock britannique et américaine. Les critiques étaient impressionnés. C'était la première fois qu'un album de reggae jamaïcain était traité avec le même sérieux et le même respect qu'un album de rock. Pour soutenir cette sortie, Blackwell organisa une tournée ambitieuse pour les Wailers en Grande-Bretagne et aux États-Unis en 1973. C'était la première fois que Bob, Bunny et Peter faisaient de vraies tournées internationales, jouant devant des publics qui ne les connaissaient pas nécessairement. Ils assurèrent les premières parties d'artistes établis. Ils jouèrent notamment avec Bruce Springsteen, qui était lui-même encore un artiste émergent à l'époque, et avec Sly and the Family Stone, le groupe de funk psychédélique légendaire. Il existe une histoire, peut-être apocryphe mais souvent répétée, selon laquelle les Wailers furent retirés de la tournée avec Sly Stone après seulement 4 concerts parce que leur performance était tellement électrisante qu'ils éclipsaient la tête d'affiche. Que cette histoire soit strictement vraie ou légèrement exagérée, elle capture une vérité essentielle. Bob Marley et les Wailers sur scène étaient une force de la nature. La présence de Bob était hypnotique, son intensité était palpable, et la musique avait un pouvoir viscéral qui touchait les gens au plus profond d'eux-mêmes. Sans perdre de temps, les Wailers retournèrent en studio pour enregistrer un deuxième album pour Island Records. Burnin', sorti en octobre 1973, était encore plus brut, encore plus roots que Catch a Fire. Cet album contenait certaines des chansons les plus puissantes et les plus importantes de tout le catalogue des Wailers. Get Up, Stand Up, coécrite par Bob et Peter Tosh, est devenu l'un des hymnes de résistance les plus célèbres jamais enregistrés, avec son refrain qui exhorte les gens à se lever pour leurs droits, à ne pas abandonner le combat. La chanson fut inspirée par un voyage que les Wailers avaient fait en Haïti, où ils avaient été choqués par l'extrême pauvreté et l'oppression qu'ils avaient vue. Mais la chanson de Burnin', qui allait avoir l'impact le plus immédiat, était « I Shot the Sheriff ». Cette chanson, chantée du point de vue d'un homme qui a tué le shérif en légitime défense, mais qui jure qu'il n'a pas tué l'adjoint, était à la fois narrative et métaphorique, parlant de la résistance contre l'autorité oppressive. En 1974, le légendaire guitariste rock Eric Clapton, qui admirait la musique de Bob Marley, décida d'enregistrer sa propre version de I Shot the Sheriff. La cover de Clapton devint un énorme succès, atteignant la première place du Billboard Hot 100 américain. Du jour au lendemain, des millions de fans de rock qui n'avaient jamais entendu parler de Bob Marley découvraient sa musique. Comme Bob le dit lui-même,
Avec un mélange d'ironie et de gratitude, Clapton a fait I Shot the Sheriff et les gens nous ont enfin entendus. Le succès de la version de Clapton fut un moment crucial dans la carrière de Bob Marley. Il ouvrait des portes, créait une curiosité pour le reggae, préparait le terrain pour que Bob devienne une star internationale à part entière. Mais ce succès coïncida aussi avec une crise interne dans le groupe. Bunny Wailer et Peter Tosh étaient de plus en plus mécontents. Ils n'aimaient pas les tournées constantes, les longs voyages, les climats froids de l'Europe et de l'Amérique. Ils n'aimaient pas non plus la façon dont Island Records et Chris Blackwell semblaient de plus en plus centrer toute la promotion sur Bob Marley personnellement, plutôt que sur le collectif des Wailers. Bunny et Peter étaient des artistes talentueux et fiers, et ils sentaient que leur contribution était minimisée. En 1974, après de longues discussions et avec une certaine tristesse, mais aussi de manière relativement amicale, Bunny Wailer et Peter Tosh quittèrent les Wailers pour poursuivre des carrières solo. Ce fut la fin du trio vocal original qui avait commencé ensemble à Trenchtown plus d'une décennie auparavant. Les deux hommes connaîtraient d'ailleurs un succès solo respectable. Peter Tosh deviendrait une star du reggae à part entière, connu pour sa musique militante et son activisme pour la légalisation du cannabis. Bunny Wailer resterait plus ancré dans le roots reggae traditionnel et le mysticisme rastafari. Mais leur départ signifiait que Bob Marley devait réinventer son groupe. Bob garda la base rythmique essentielle. Les frères Barrett, Aston à la basse et Carlton à la batterie, restèrent avec lui. Il ajouta d'autres musiciens talentueux, notamment le guitariste Al Anderson, le claviériste Tyrone Downie et le percussionniste Alvin Sicko Patterson. Mais il manquait quelque chose de crucial, les harmonies vocales qui avaient toujours été une partie centrale du son des Wailers. Pour combler ce vide, Bob eut une idée brillante. Il créa un trio vocal féminin appelé The I-Threes. Ce trio était composé de 3 chanteuses exceptionnelles. Sa femme Rita Marley, Marcia Griffiths qui était déjà une star en Jamaïque avec sa propre carrière, et Judy Mowatt, une autre chanteuse accomplie. Les I-Threes apportèrent une nouvelle dimension au son de Bob Marley and the Wailers, leur voix féminine créant des harmonies célestes qui enveloppaient et soutenaient le chant lead de Bob de manière magnifique. Avec cette nouvelle formation, Bob Marley and the Wailers sortirent en octobre 1974 l'album Natty Dread, le premier album crédité sous ce nouveau nom qui mettait clairement Bob au premier plan. Natty Dread fut un succès critique et commercial majeur. L'album était une célébration de la culture rastafari tout en restant incroyablement accessible musicalement. La chanson titre Natty Dread chantait la fierté du Rastaman avec ses dreadlocks, sa foi, son mode de vie. Lively Up Yourself était une invitation enjouée à danser et à célébrer la vie. Rebel Music, aussi connu sous le titre de 3 O'Clock Roadblock, racontait l'expérience d'être harcelé par la police à cause de son apparence rastafari. Mais la chanson de Natty Dread, qui allait devenir peut-être la plus aimée et la plus iconique de toute la carrière de Bob Marley, était No Woman, No Cry. Cette ballade tendre et mélancolique était une réflexion sur les jours difficiles passés à Trenchtown, une célébration de l'endurance face à l'adversité. Les paroles évoquent des scènes spécifiques. S'asseoir dans un government yard à Trenchtown, observer les hypocrites qui se mêlent au bien, partager la nourriture quand il n'y en avait pas assez, faire cuire une bouillie dans une marmite commune. Le refrain rassurant « No woman, no cry », souvent mal compris comme signifiant qu'un homme n'a pas besoin d'une femme, signifie en réalité « Ne pleure pas, femme ». C'est un message de réconfort et d'espoir. Tout ira bien, même dans les moments les plus sombres. La chanson est officiellement créditée à Vincent Ford, un ami de Bob qui tenait une soupe populaire à Trenchtown. On dit que Bob donna le crédit à Vincent pour que les royalties puissent aider à financer la soupe populaire qui nourrissait les affamés du quartier. C'était un geste de générosité caractéristique de Bob, qui n'oubliait jamais d'où il venait et qui voulait redonner à sa communauté. La version de No Woman, No Cry qui devint vraiment célèbre, fut la version live enregistrée au Lyceum Theatre de Londres en juillet 1975.
Cette performance, capturée sur l'album Live Live, montre Bob et les Wailers à leur apogée. Bob versant toute son émotion dans chaque phrase, son chant devenant presque une incantation. La version live de No Woman, No Cry entra dans les charts britanniques et continua à grimper au fil des ans, atteignant finalement le top 10 après la mort de Bob. C'est une de ces chansons rares qui semble toucher quelque chose d'universel dans l'expérience humaine, la capacité à persévérer, à garder espoir même quand tout semble difficile. Avec Natty Dread et les tournées qui suivirent, Bob Marley n'était plus simplement un artiste jamaïcain qui avait du succès. Il était en train de devenir un phénomène mondial. Les salles se remplissaient partout où il jouait. Les critiques le célébraient. Son image, avec ses dreadlocks, ses traits métis, son sourire chaleureux, mais son regard intense, commençait à devenir iconique. En 1976, Bob Marley sortit Rastaman Vibration, son album le plus ouvertement politique et militant à ce jour. Cet album, qui atteignit la 8e place du Billboard 200 américain, faisant de lui le seul album de Bob à entrer dans le top 10 américain de son vivant, était rempli de chansons qui ne faisaient aucun compromis sur leur message. War, dont les paroles étaient presque entièrement tirées d'un discours prononcé par Haïlé Sélassié aux Nations Unies en 1963, déclarait qu'il n'y aurait pas de paix jusqu'à ce que la philosophie qui considère une race supérieure et une autre inférieure soit définitivement discréditée et abandonnée. C'était un cri de guerre contre le racisme et l'inégalité. Crazy Baldhead attaquait le système éducatif oppressif qui lave le cerveau des gens, les têtes chauves, représentant ceux qui se conforment à Babylone. Rat Race parlait du piège de la vie moderne compétitive où tout le monde court dans une course sans fin. Chaque chanson de l'album avait quelque chose à dire sur l'état du monde, sur l'oppression, sur la nécessité de résister. Mais pendant que Bob prêchait l'unité et la paix, la Jamaïque elle-même était en train de se déchirer dans une violence politique effroyable. Le pays était profondément divisé entre deux partis politiques, le People's National Party ou PNP de Michael Manley, qui avait adopté une rhétorique socialiste et entretenait des liens avec Cuba, et le Jamaica Labour Party ou JLP d'Edward Seaga, plus conservateur et pro-occidental. Cette division politique s'était transformée en guerre de gangs dans les rues de Kingston, avec des quartiers entiers contrôlés par un parti ou l'autre, et des fusillades quotidiennes entre factions rivales. Bob Marley, avec son message d'unité et son immense popularité, était vu comme une figure qui pouvait potentiellement transcender ces divisions. Les deux partis voulaient son soutien, mais Bob refusait de s'aligner avec l'un ou l'autre. Il se voyait comme au-dessus de la politique partisane, comme quelqu'un qui parlait pour tous les Jamaïcains opprimés, indépendamment de leur affiliation politique. Sa position était que le vrai ennemi n'était pas le PNP ou le GLP, mais le système oppressif de Babylone lui-même. À la fin de 1976, dans une tentative de promouvoir la paix, Bob accepta de participer à un concert gratuit appelé Smile Jamaica, prévu pour le 5 décembre. Le concert était officiellement non partisan, une célébration de la culture jamaïcaine et un appel à l'unité. Mais dans le climat politique toxique de l'époque, toute action pouvait être interprétée comme ayant des implications politiques. Certains suspectaient que le concert était secrètement aligné avec le PNP. 2 jours avant le concert, le 3 décembre 1976 au soir, Bob Marley était chez lui au 56 Hope Road, sa maison qui servait aussi de studio et de lieu de répétition. Il était en train de répéter avec ses musiciens, se préparant pour le concert du surlendemain. Vers 9h du soir, une voiture transportant 7 hommes armés s'arrêta devant la propriété. Ces hommes envahirent la maison et ouvrirent le feu sans avertissement. Ce qui suivit fut le chaos le plus total. Des balles fusaient dans toutes les directions. Bob fut touché par une balle au bras et une autre qui lui frôla la poitrine, pénétrant superficiellement sous la peau. Sa femme Rita, qui était également présente, fut touchée à la tête, une balle lui raflant le crâne. Le manager de Bob, Don Taylor, prit le pire des tirs, recevant 5 balles dans son corps. Miraculeusement, personne ne fut tué. Don Taylor survécut malgré la gravité de ses blessures. Rita s'en sortit bien que sa blessure à la tête aurait pu être fatale si la balle avait été quelques centimètres plus près.
Bob lui-même s'en tira avec des blessures relativement mineures, bien que traumatisantes. À ce jour, l'identité exacte des assaillants et leur motivation précise restent un mystère. Aucune arrestation ne fut jamais faite. Certains croient que c'était une tentative d'assassinat commanditée par des forces politiques qui voyaient Bob comme une menace ou comme trop aligné avec leurs adversaires. D'autres pensent que c'était l'œuvre de criminels locaux. La vérité complète n'a jamais été établie. Ce qui est certain, c'est que quelqu'un voulait faire taire Bob Marley, ou au minimum l'intimider pour l'empêcher de jouer au concert Smile Jamaica. Mais si tel était le but, ils échouèrent complètement. Bob Marley prit une décision qui stupéfia tout le monde. 2 jours après avoir été blessé par balle, le bras en écharpe, encore sous le choc mais déterminé, Bob monta sur scène devant 80 000 personnes au National Heroes Park de Kingston pour le concert Smile Jamaica. Sa performance ce soir-là est devenue légendaire. À un moment, il souleva sa chemise pour montrer ses blessures au public, un geste défiant qui disait « Essentiellement, vous avez essayé de m'arrêter, mais je suis toujours debout ». Il chanta War avec une intensité et une passion encore plus grandes que d'habitude, chaque mot chargé de signification après ce qui venait de se passer. Après le concert, quand un journaliste lui demanda pourquoi il avait pris le risque de jouer malgré la tentative d'assassinat, Bob répondit avec une phrase qui résume parfaitement sa philosophie et son courage. « Les gens qui essaient de rendre ce monde pire ne prennent pas un jour de congé. Comment pourrais-je le faire ?» Pour Bob, la mission de propager son message de paix et d'unité était plus importante que sa propre sécurité. C'était presque une mission divine et il ne pouvait pas se permettre d'être arrêté par la peur. Néanmoins, après le concert, Bob prit la décision prudente de quitter temporairement la Jamaïque. Le danger était trop réel. Sa vie et celle de sa famille étaient menacées. En décembre 1976, peu après le concert Smile Jamaica, Bob s'envola d'abord pour les Bahamas, puis quelques semaines plus tard, il s'installa à Londres, en Angleterre. Ce serait le début d'un exil qui durerait environ 18 mois, une période pendant laquelle Bob vivrait principalement à l'étranger tout en continuant à créer de la musique. Londres devint une sorte de deuxième maison pour Bob durant cette période. Il loua une maison au 42 Oakley Street dans le quartier de Chelsea, un quartier relativement bohème et artistique de Londres. L'Angleterre à cette époque avait une importante communauté caribéenne et il y avait une scène reggae vibrante. Bob s'immergeait dans cette communauté, rencontrant d'autres rastas, jouant parfois des petits concerts improvisés dans des clubs, restant connecté à ses racines tout en étant loin de chez lui. Mais Bob n'était pas à Londres pour prendre des vacances. Il était là pour travailler, pour créer, pour transformer son traumatisme et son exil en art. Et l'art qu'il créa durant cette période londonienne allait devenir certaines de ses œuvres les plus aimées et les plus importantes. En 1977, Bob et les Wailers enregistrèrent l'album Exodus. Le titre lui-même est chargé de signification. Exodus fait référence à l'exode biblique, la fuite des Israélites hors d'Égypte, hors de l'esclavage, vers la terre promise. Pour Bob, c'était une métaphore parfaite pour sa propre situation, forcé de fuir la Jamaïque, mais aussi pour la condition plus large des peuples noirs, exilés de l'Afrique, aspirant au retour à Sion. La chanson-titre Exodus est un appel au mouvement du peuple de Jah, une exhortation à sortir de Babylone. Exodus, l'album, sorti en juin 1977, fut un triomphe, artistique et commercial. L'album mélange des chansons aux messages politiques et spirituels profonds, avec des chansons d'amour plus légères et accessibles. Cette combinaison permit à l'album d'atteindre un public très large. Jamming, avec son groove irrésistible et ses paroles célébrant la joie de faire de la musique ensemble, devint un hit majeur, atteignant le top 10 britannique. Waiting in Vain était une magnifique ballade soul reggae sur l'attente d'un amour qui ne vient peut-être jamais. Three Little Birds, avec son message rassurant que chaque petite chose va aller bien, Every Little Thing Gonna Be Alright, devint une des chansons les plus aimées et les plus universellement reconnaissables de Bob Marley,
une sorte de mantra d'optimisme qui continue à réconforter les gens des décennies plus tard. Et puis il y avait One Love, ou plus précisément One Love People Get Ready, qui mélangeait la chanson originale One Love que les Wailers avaient enregistrée à Studio One dans les années 60 avec des éléments de la chanson Gospel People Get Ready de Curtis Mayfield. Cette nouvelle version était l'hymne ultime à l'unité, appelant les gens à s'unir et à sentir tout va bien, déclarant que One Love, un seul amour, une seule famille humaine, devrait être notre réalité. Exodus resta dans les charts britanniques pendant 56 semaines consécutives, un exploit remarquable. L'album solidifiait la position de Bob Marley comme une véritable superstar internationale. En 1999, plus de 2 décennies après sa sortie, le magazine Time nomma Exodus l'album du siècle, une reconnaissance extraordinaire de son impact durable. Durant l'enregistrement d'Exodus, Bob ajouta un nouveau guitariste au groupe, Junior Marvin. Marvin était un guitariste talentueux qui avait été approché par Stevie Wonder pour rejoindre son groupe, une opportunité en or. Mais quand Bob Marley lui offrit de rejoindre les Wailers, Junior Marvin choisit Bob. Il expliqua plus tard qu'il croyait en la mission de Bob, en son message, et qu'il voulait faire partie de quelque chose qui changeait le monde, pas seulement faire de la belle musique. Alors que Exodus continuait à se vendre et à recevoir des éloges, Bob et les Wailers se remirent au travail pour créer un autre album. Kaya, sorti en mars 1978, était très différent d'Exodus dans sa tonalité. Là où Exodus contenait des chansons sur l'exil et la résistance, Kaya était un album beaucoup plus doux, plus romantique, plus paisible. Le titre Kaya lui-même est un terme d'argot rastafari pour le cannabis, l'herbe sacrée. Et l'album dans son ensemble avait une ambiance détendue, presque méditative. Is This Love, une des chansons les plus belles de Kaya, posait la question de savoir si ce qu'on ressent est vraiment l'amour, avec des paroles douces et une mélodie envoûtante. Satisfy My Soul était une autre ballade romantique dans laquelle Bob chantait son désir d'être satisfait, spirituellement et émotionnellement par son amour. Running Away parlait de fuir ses problèmes, une thématique qui résonnait certainement avec l'expérience personnelle récente de Bob. Time Will Tell était une méditation sur la patience et la foi que le temps révélera la vérité. Certains fans hardcore trouvèrent Kaya trop mélo, trop léger, se demandant où était passé le Bob Marley militant de Rastaman Vibration. Mais Bob défendit son choix artistique. Il disait que les gens avaient besoin de différents types de chansons pour différents moments de leur vie. Parfois, ils avaient besoin de chansons de protestation et de résistance, et d'autres fois, ils avaient besoin de chansons d'amour et de détente. Bob contenait multitudes, et sa musique reflétait cette complexité. En avril 1978, après 14 mois d'exil, Bob Marley prit la décision de retourner en Jamaïque pour un événement très spécial. Un autre concert de paix était organisé, le One Love Peace Concert, et Bob avait accepté d'être la tête d'affiche. Ce concert, qui eut lieu le 22 avril 1978 au National Stadium de Kingston, était encore plus ambitieux que Smile Jamaica. L'objectif explicite était de rassembler les factions politiques en guerre et de promouvoir la réconciliation nationale. Le concert lui-même rassembla de nombreux artistes jamaïcains importants, tous unis dans l'espoir de voir la paix revenir dans leur pays déchiré. Mais tous les yeux étaient sur Bob Marley. Quand il monta sur scène, l'atmosphère était électrique. Des dizaines de milliers de personnes étaient présentes, retenant leur souffle, se demandant ce que Bob allait faire, ce qu'il allait dire. Bob joua plusieurs chansons, et puis, vers la fin de son set, il fit quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors qu'il chantait Jamming, il s'arrêta soudainement et commença à parler au public. Il dit qu'essayer de rendre ce monde meilleur valait mieux que d'essayer de rendre ce monde pire. Il parla de l'unité, de la nécessité de dépasser les divisions politiques. Et puis, il fit un geste qui allait devenir l'un des moments les plus iconiques de toute l'histoire du reggae, et peut-être de l'histoire musicale en général. Bob invita sur scène 2 hommes, le Premier ministre Michael Manley du PNP et le chef de l'opposition Edward Seaga du JLP. Ces 2 hommes étaient des ennemis politiques acharnés. Leurs partisans respectifs se battaient dans les rues, s'entretuaient,
Ils ne s'étaient pas parlé, ne s'étaient pas touchés depuis des mois. Le stade retint son souffle quand les deux hommes montèrent sur scène. Bob prit la main de Manley et la main de Seaga, et il les leva au-dessus de sa tête, joignant les mains des deux rivaux ensemble, créant un symbole vivant d'unité. L'image de Bob Marley, au centre, tenant les mains jointes de Manley et Seaga au-dessus de sa tête, avec derrière eux, l'énorme foule jamaïcaine qui hurlait et applaudissait, est devenue une des photographies les plus célèbres de l'histoire de la Jamaïque. C'était un moment de pure magie, un moment où la musique et l'art semblaient vraiment pouvoir transcender la politique et la haine. Bob poussa Manley et Seaga à se serrer la main, à s'engager publiquement à travailler pour la paix. Est-ce que ce geste unique changea immédiatement la réalité politique de la Jamaïque? Non. La violence continua après le concert, les divisions profondes ne pouvaient pas être guéries instantanément. Mais le symbole était puissant. Bob Marley avait montré qu'un autre chemin était possible, qu'on pouvait choisir l'unité plutôt que la division. Pour son courage et ses efforts en faveur de la paix, Bob Marley reçut quelques mois plus tard, en juin 1978, la médaille de la paix du Tiers-Monde des Nations Unies. C'était une reconnaissance internationale de son statut non plus simplement comme musicien, mais comme pacificateur, comme leader moral. Fort de ce triomphe émotionnel, Bob tourna son attention vers un objectif qu'il chérissait depuis longtemps, visiter l'Afrique. Pour un Rastafari, l'Afrique n'était pas simplement un continent, c'était Sion, la terre promise, le berceau spirituel et ancestral. À la fin de 1978, Bob fit son premier voyage en Afrique, visitant le Kenya et surtout l'Éthiopie, le pays d'Haïlé Sélassié. En Éthiopie, Bob passa du temps à Shashamane, une région que l'empereur Haïlé Sélassié avait offerte aux membres de la diaspora africaine comme terre pour le rapatriement. C'était une communauté de Rastas qui avait fait l'Aliya, pour ainsi dire, retournant vers la terre promise. Pour Bob, se tenir sur le sol éthiopien, marcher dans les pas de celui qu'il considérait comme divin, était profondément émouvant et spirituellement important. Ce voyage renforça ses convictions panafricaines et inspira davantage de chansons sur l'unité africaine et la libération. L'année suivante, 1979, Bob sortit l'album Survival, peut-être son album le plus ouvertement politique et panafricain. La pochette de l'album montrait des drapeaux de nations africaines, et presque chaque chanson traitait de thèmes de résistance africaine, d'unité et de libération. Africa Unite était un appel direct à l'unité continentale, exhortant les Africains à s'unir comme les enfants de Jah qu'ils sont. Zimbabwe était écrite spécifiquement pour soutenir la lutte d'indépendance en Rhodésie, qui allait bientôt devenir le Zimbabwe libre. La chanson célébrait la résistance armée contre le régime colonial blanc et promettait la victoire finale. Wake Up and Live était un appel à la conscience, demandant aux gens de se réveiller et de vivre vraiment, de ne pas accepter passivement l'oppression. Ambush in the Night faisait explicitement référence à la tentative d'assassinat de 1976, Bob chantant sur l'embuscade dans la nuit qui avait essayé de le faire taire. Babylon System décrivait le système oppressif comme un vampire, suçant le sang des enfants jour après jour. Survival ne produisit pas de hits radio massifs comme certains albums précédents, mais il renforça la réputation de Bob comme une voix morale et politique importante, pas seulement un chanteur de chansons d'amour. Pour les opprimés du monde entier, pour ceux qui luttaient contre le colonialisme, le racisme, l'injustice économique, Bob Marley était devenu une figure héroïque, presque messianique. Et puis arriva un des moments les plus fiers de toute la vie de Bob Marley. Le 18 avril 1980, après des années de lutte armée, la Rhodésie devint officiellement le Zimbabwe indépendant. Le nouveau gouvernement organisa une grande cérémonie d'indépendance dans le stade de Salisbury, qui serait bientôt renommé Harare. Pour cette occasion historique, ils invitèrent Bob Marley and the Wailers à jouer. La musique de Bob avait été écoutée par les combattants de la liberté dans la brousse, elle avait inspiré leur lutte. Il était donc tout à fait approprié qu'ils soient présents pour célébrer leur victoire. Bob accepta avec joie, même si cela signifiait payer lui-même les frais de voyage pour tout son groupe, car le nouveau gouvernement zimbabwéen
n'avait pas les moyens de couvrir ses coûts. Le soir de la cérémonie, le stade était rempli de dignitaires, de leaders du monde entier, de représentants des Nations Unies. C'était un événement formel et officiel. Mais à l'extérieur du stade, des dizaines de milliers de Zimbabwéens ordinaires s'étaient rassemblés, voulant faire partie de cette célébration historique, mais n'ayant pas accès au stade réservé aux VIP. Quand Bob Marley and the Wailers commencèrent à jouer, la foule à l'extérieur entendit la musique et devint frénétique. Ils voulaient voir Bob, ils voulaient être là. La foule commença à forcer les portes, à envahir le stade. La police réagit avec des gaz lacrymogènes pour essayer de contrôler la situation. Le gaz se répandit même dans le stade lui-même, atteignant la scène. Bob et les musiciens furent obligés de quitter momentanément la scène, les yeux pleurant à cause du gaz. Mais Bob n'allait pas laisser cet incident gâcher ce moment historique. Après que l'air se soit un peu éclairci, il retourna sur scène et continua à jouer. Il chanta Zimbabwe au milieu de la fumée qui se dissipait, dédiant la chanson au triomphe du peuple. L'image de Bob Marley chantant dans la brume du gaz lacrymogène, refusant d'être arrêté, était puissamment symbolique. Le lendemain, pour s'assurer que le peuple zimbabwéen, et pas seulement les élites politiques, puissent célébrer avec lui, Bob donna un deuxième concert gratuit au stade de Rufaro. Cette fois, près de 80 000 Zimbabwéens ordinaires remplirent le stade, dansant, chantant, célébrant leur liberté, nouvellement acquise. On dit que les tout premiers mots diffusés en tant que nation indépendante du Zimbabwe furent « Mesdames et messieurs, Bob Marley and the Wailers ». Pour un petit pays qui venait de naître, s'annoncer au monde avec la musique de Bob Marley était un choix puissant qui disait beaucoup sur l'esprit de cette nouvelle nation. Pour Bob, être présent à la naissance d'une nation africaine libre, savoir que sa musique avait joué un rôle, même modeste, dans cette lutte pour la liberté, était profondément gratifiant. C'était la preuve vivante que sa musique avait un impact réel, qu'elle n'était pas seulement du divertissement, mais un outil de changement social. En mai 1980, Bob sortit ce qui serait le dernier album de studio de sa vie, bien qu'il ne le sût pas encore à ce moment-là. L'album s'intitulait Uprising, un titre qui capture l'esprit de résistance et de transformation. Uprising est considéré par beaucoup comme un des albums les plus spirituellement intenses de Bob. Il y a une qualité testamentaire dans certaines chansons, comme si Bob pressentait quelque chose, comme s'il voulait laisser des messages importants. Could You Be Loved était le single principal, une chanson avec un groove irrésistiblement dansant qui mélangeait reggae et éléments disco. La chanson posait une question simple mais profonde. Pourrais-tu être aimé ? Elle parlait de la dignité humaine fondamentale, du besoin d'amour que nous avons tous. La chanson devint un hit majeur, particulièrement auprès du public noir américain, atteignant le top 10 au Royaume-Uni. D'autres chansons de l'album comme The On Trend, Forever Loving Jah et Work parlaient de foi, de persévérance spirituelle, du voyage vers Sion. Mais c'est la dernière chanson de l'album qui allait devenir peut-être la plus puissante et la plus durable de toute la carrière de Bob Marley. Redemption Song est unique dans le catalogue de Bob Marley. C'est une chanson acoustique simple, juste Bob et sa guitare, sans les percussions profondes, sans la basse lourde, sans les harmonies des high trees. C'est dépouillé, nu, intime. Les paroles sont parmi les plus poétiques et les plus profondes qu'il ait jamais écrites. La chanson commence par Old Pirates, Yes They Rob I, évoquant l'esclavage et la dépossession historique. Elle pose la question « Won't you help to sing these songs of freedom ?» demandant à l'auditeur de se joindre au chant de la libération. Mais c'est le refrain qui contient peut-être les mots les plus célèbres et les plus cités de toute l'œuvre de Bob Marley. « Emancipate yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our minds. » Émancipez-vous de l'esclavage mental. Personne d'autre que nous-mêmes ne peut libérer nos esprits. Ces paroles, inspirées en partie d'un discours du leader panafricain Marcus Garvey, capturent l'essence de la philosophie de Bob. La vraie liberté commence dans l'esprit. On peut briser les chaînes physiques, mais si on continue à penser comme des esclaves,
on n'est jamais vraiment libre. Redemption Song est devenue un hymne universel, reprise par d'innombrables artistes de tout genre. Elle a été chantée lors de manifestations pour les droits civiques, lors de cérémonies commémoratives, dans des moments de deuil et de célébration. C'est une chanson qui transcende complètement son contexte original pour devenir quelque chose d'universel et d'intemporel. Bob passa une grande partie de 1980 en tournée pour promouvoir Uprising. La tournée européenne au printemps et à l'été fut triomphale. À Milan, en Italie, 100 000 personnes assistèrent à son concert, le plus grand public de toute sa carrière. Partout où il allait, les foules étaient immenses. L'adoration était palpable. Bob Marley était maintenant indéniablement une des plus grandes stars musicales du monde. En septembre 1980, Bob et les Wailers entamèrent la partie américaine de la tournée Uprising. Le 19 septembre, ils jouèrent 2 concerts à guichet fermé au Madison Square Garden de New York, la salle de concert la plus prestigieuse des États-Unis. Ils partageaient l'affiche avec les Commodores, un groupe de funk et soul extrêmement populaire. Pour Bob, jouer au Madison Square Garden était un accomplissement majeur, une confirmation de son statut de superstar international. Mais derrière les triomphes publics, quelque chose de terrible se passait dans le corps de Bob, quelque chose qu'il avait ignoré trop longtemps et qui allait bientôt le rattraper de la manière la plus tragique. Revenons en arrière à juillet 1977. Bob était à Paris avec les Wailers pour une tournée. Il adorait jouer au football, ce que les Américains appellent soccer. C'était une de ses grandes passions en dehors de la musique. Lors d'un match de foot amical, Bob se blessa le gros orteil droit. C'était une blessure qui semblait mineure au début, juste un orteil meurtri. Mais la blessure ne guérissait pas normalement. L'orteil restait douloureux, enflé. Quand Bob finit par consulter un médecin, on découvrit quelque chose d'alarmant. Sous l'ongle de l'orteil, il y avait une lésion suspecte. Une biopsie révéla que c'était un mélanome, un cancer de la peau particulièrement agressif. Le type spécifique était un mélanome lentigineux acral, une forme rare qui se développe sous les ongles ou sur les paumes et plante des pieds, et qui est plus commun chez les personnes à peau foncée. Les médecins recommandèrent fortement l'amputation de l'orteil pour s'assurer que tout le cancer soit enlevé, mais Bob refusa catégoriquement. Selon les croyances Rastafari, le corps est un temple, et le mutiler par amputation va contre les enseignements. De plus, Bob était superstitieux à ce sujet, croyant que perdre un orteil pourrait affecter sa capacité à se produire sur scène, à danser, à connecter avec le public de la manière qu'il aimait. Il opta pour une chirurgie moins radicale, qui enlevait seulement la lésion cancéreuse et le lit de l'ongle, mais gardait l'orteil intact. Cette décision, bien que compréhensible dans le contexte de ses croyances, allait avoir des conséquences terribles. Le cancer n'avait pas été complètement éliminé, et le mélanome est un cancer particulièrement sournois. Il peut rester silencieux pendant des années, puis soudainement se propager, métastaser vers d'autres parties du corps. Pendant les 3 années suivantes, de 1977 à 1980, Bob continua sa vie comme si de rien n'était. Il enregistra certains de ses meilleurs albums. Il tourna constamment. Il vivait à 100 à l'heure. De l'extérieur, il semblait en pleine forme, énergique, vibrant. Mais à l'intérieur de son corps, le cancer travaillait silencieusement, se propageant progressivement. En 1980, Bob commença à avoir des symptômes qu'il ne pouvait plus ignorer. Il se sentait parfois étrangement fatigué. Il avait des douleurs inexpliquées. Mais il continuait à pousser, refusant de ralentir, déterminé à honorer ses engagements de tournée. Le 21 septembre 1980, 2 jours après les concerts triomphaux au Madison Square Garden, Bob était dans Central Park à New York pour son jogging matinal habituel. Soudainement, au milieu de sa course, il s'effondra. Il eut une sorte de convulsion, une crise causée par le cancer qui s'était maintenant propagé à son cerveau. Il fut immédiatement transporté à l'hôpital. Les médecins firent des examens approfondis et découvrirent l'horrible vérité. Le mélanome qui avait commencé dans l'orteil s'était métastasé. Il y avait maintenant des tumeurs dans le cerveau de Bob, dans ses poumons, dans son foie, dans son estomac. Le cancer était partout.
À ce stade, il n'y avait essentiellement rien que la médecine conventionnelle puisse faire. C'était terminal. Le reste de la tournée américaine fut immédiatement annulé. Le concert de Pittsburgh, le 23 septembre 1980, serait le dernier concert que Bob Marley donnerait jamais. Il ne le savait pas en montant sur scène ce soir-là, mais c'était son adieu au public, la dernière fois qu'il ferait ce qu'il aimait le plus au monde, jouer de la musique live, connecter avec les gens à travers le son et le rythme. Désespéré de trouver une cure, Bob ne voulait pas simplement accepter le diagnostic et attendre de mourir. Il entendit parler d'une clinique en Bavière, en Allemagne de l'Ouest, dirigée par un médecin nommé Joseph Issels, qui pratiquait des thérapies alternatives contre le cancer. Ces traitements n'étaient pas acceptés par la médecine conventionnelle et leur efficacité était hautement douteuse. Mais Bob était prêt à essayer n'importe quoi. Bob passa les derniers mois de 1980 et les premiers mois de 1981 à la clinique d'Issels en Bavière. Les traitements étaient difficiles et épuisants. Ils impliquaient des régimes alimentaires stricts, des injections de diverses substances, des tentatives de stimuler le système immunitaire du corps pour combattre le cancer. Bob perdit beaucoup de poids, sa santé se détériora visiblement. Des photos de cette période le montrent amaigri, son visage creusé, son corps autrefois vigoureux, devenu frêle. Autour de lui, sa famille et ses amis savaient que la fin approchait. C'était une période de tristesse immense, de prières constantes, d'espoir qui s'amenuisait jour après jour. En avril 1981, il devint clair que même les traitements alternatifs ne fonctionnaient pas. Le cancer gagnait. Bob prit la décision de quitter l'Allemagne. Il voulait rentrer chez lui en Jamaïque, mourir sur le sol de son île bien-aimée. Mais son état était trop fragile pour faire le long voyage directement. L'avion s'arrêta à Miami, en Floride. À Miami, l'état de Bob se détériora rapidement. Il fut transporté d'urgence au Cedars of Lebanon Hospital. Les médecins firent tout leur possible, mais il n'y avait rien à faire. Les organes de Bob commençaient à lâcher. Son corps ne pouvait plus résister. Le 11 mai 1981, un peu après 11h30 du matin, Bob Marley mourut à l'hôpital de Miami. Sa femme Rita était à son chevet, ainsi que sa mère Cédella. Selon certains rapports, ces derniers mots furent adressés à son fils Ziggy. « L'argent ne peut pas acheter la vie ». Une phrase simple mais profonde qui résume une sagesse que Bob avait toujours connue, que les choses matérielles ne sont pas ce qui compte vraiment, que la vie elle-même, l'amour, la musique, la connexion humaine, c'est ça qui a de la valeur. Bob Marley mourut à l'âge de 36 ans seulement. 36 ans, c'est tragiquement jeune. Il y avait tant de musique encore en lui, tant de chansons non écrites, tant de concerts non joués, tant de gens qu'il n'avait pas encore touchés. La nouvelle de sa mort se répandit rapidement autour du monde. Les stations de radio interrompirent leur programmation régulière pour annoncer la nouvelle et jouer sa musique. Des fans pleurèrent dans les rues de Kingston, de Londres, de New York, de partout. En Jamaïque, la nation fut plongée dans un deuil profond. Bob Marley n'était pas simplement un chanteur populaire. Il était devenu un héros national, une source de fierté immense pour les Jamaïcains. Quelques semaines avant sa mort, en avril 1981, le gouvernement jamaïcain lui avait décerné l'Ordre du Mérite, la 3e plus haute distinction civile du pays, en reconnaissance de ses contributions extraordinaires à la culture jamaïcaine. Le 21 mai 1981, 18 jours après sa mort, la Jamaïque organisa des funérailles d'État pour Bob Marley. C'était un honneur rarement accordé, réservé aux personnalités les plus importantes de la nation. La cérémonie se tint à l'Arena de Kingston et des dizaines de milliers de personnes y assistèrent. Le Premier ministre Edward Seaga et le chef de l'opposition Michael Manley, les deux hommes dont Bob avait joint les mains lors du One Love Peace Concert, étaient tous deux présents pour rendre hommage. Des artistes jamaïcains interprétèrent des chansons de Bob. Des orateurs célébrèrent sa vie et son héritage. Le cercueil de Bob fut ensuite transporté dans un cortège funèbre qui traversa Kingston puis remonta vers 9 Mile, le petit village rural où tout avait commencé. Des milliers de personnes bordaient les routes, jetant des fleurs.
pleurant, chantant ses chansons. À 9 Mile, Bob fut enterré dans un mausolée construit spécialement pour lui, près de l'humble maison où il était né. Dans le cercueil avec Bob, on plaça plusieurs objets qui symbolisaient sa vie. Sa guitare Gibson l'épaule rouge, l'instrument qui avait été le prolongement de sa voix. Une Bible représentant sa foi profonde, même si elle était passée par le prisme Rastafari. Et un brin de ganja, la plante sacrée qui faisait partie intégrante de sa pratique spirituelle. Ces trois objets, la musique, la foi et la sagesse de l'herbe, c'était Bob Marley en essence. Ainsi se termina la vie terrestre de Robert Nesta Marley. Mais comme nous allons le voir, la mort physique ne fut pas du tout la fin de Bob Marley. En réalité, c'était presque comme si sa légende, son influence, son impact ne faisaient que commencer à se déployer vraiment. Dans les années et les décennies qui suivirent la mort de Bob Marley, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Sa musique, loin de s'estomper comme c'est le cas pour tant d'artistes après leur décès, devint de plus en plus populaire, de plus en plus influente, de plus en plus omniprésente. Bob Marley ne mourut pas, il transcenda la mort pour devenir quelque chose de plus grand qu'un simple artiste. Il devint un symbole, une icône, presque un saint laïque du mouvement pour la paix et la justice. En 1984, 3 ans après la mort de Bob, Island Records sortit un album de compilation intitulé Legend. Cette compilation rassemblait les plus grands hits de Bob Marley et des Wailers. No Woman No Cry, Could You Be Loved, Three Little Birds, Jamming, Redemption Song, Is This Love et bien d'autres. Legend était conçu comme une introduction parfaite à la musique de Bob pour ceux qui ne la connaissaient pas encore. Legend devint le disque de reggae le plus vendu de tous les temps et il continue de se vendre décennie après décennie. Dans les années 2000, Legend était toujours dans les charts, se vendant à des centaines de milliers d'exemplaires chaque année. L'album a dépassé les 10 millions de ventes rien qu'aux États-Unis, et beaucoup plus dans le monde entier. Il a introduit Bob Marley à génération après génération de nouveaux auditeurs. Des adolescents dans les années 90 découvraient Bob Marley. Des adolescents dans les années 2000 découvraient Bob Marley. Et des adolescents aujourd'hui, dans les années 20 du XXIe siècle, continuent de découvrir Bob Marley. Sa musique traverse les générations sans perdre aucune de sa pertinence ou de son pouvoir émotionnel. Les honneurs posthumes continuèrent de s'accumuler. En 1994, Bob Marley fut intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, une reconnaissance de son impact sur la musique populaire dans son ensemble, pas seulement le reggae. En 2001, il reçut le Grammy Lifetime Achievement Award, une distinction donnée aux artistes dont les contributions à la musique sont jugées exceptionnelles. La même année, il reçut une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. En Jamaïque, l'anniversaire de Bob, le 6 février, fut déclaré jour férié national en 1990. Chaque année, des festivals et des célébrations ont lieu pour honorer sa mémoire. Sa maison au 56 Hope Road à Kingston a été transformée en musée, le Bob Marley Museum, où des visiteurs du monde entier viennent voir où il a vécu, où il a enregistré, où il a failli être tué. L'image de Bob Marley elle-même est devenue iconique. Son visage, généralement dans une photo où il porte un tam aux couleurs rasta, rouge, or et vert, avec ses dreadlocks et son sourire chaleureux, est instantanément reconnaissable partout dans le monde. Cette image est devenue un symbole de paix, de rébellion cool, de spiritualité alternative. Elle est imprimée sur des millions de t-shirts, de posters, de sacs, de tasses. Bob Marley est devenu, à l'instar du Che Guevara, une icône visuelle universelle, bien que beaucoup de ceux qui portent son image ne connaissent pas nécessairement toute sa musique ou son message. Cette commercialisation massive de l'image de Bob a d'ailleurs été source de controverses. Son estate, gérée pendant de nombreuses années par Rita Marley, et maintenant impliquant plusieurs de ses enfants, a licencié son nom et son image pour toutes sortes de produits. Il y a des boissons au café Marley, des produits de cannabis légal sous la marque Marley Natural, des écouteurs House of Marley et bien d'autres produits. Cette marchandisation a rendu l'estate de Bob Marley extrêmement profitable. Forbes classe régulièrement Bob Marley
parmi les célébrités décédées qui gagnent le plus d'argent chaque année, avec des revenus annuels estimés à des dizaines de millions de dollars. Certains critiquent cette commercialisation, arguant qu'elle réduit Bob à une simple marque, à un symbole de consommation de marijuana, occultant le message spirituel et politique profond de sa musique. Il y a certainement une certaine ironie à voir Bob Marley, qui chantait contre le matérialisme de Babylone, devenir un empire commercial posthume. Mais d'un autre côté, on peut argumenter que cette ubiquité de son image garde sa mémoire vivante, introduit constamment de nouvelles personnes à son histoire, et que les revenus générés soutiennent sa famille et diverses causes caritatives. L'influence musicale de Bob Marley est incalculable. Il a presque à lui seul apporté le reggae à la conscience mondiale. Avant Bob, le reggae était largement inconnu en dehors de la Jamaïque et des petites communautés caribéennes dans quelques villes occidentales. Après Bob, le reggae était un genre musical reconnu mondialement, avec des scènes reggae établies dans littéralement tous les continents. Des artistes de tout genre citent Bob Marley comme une influence majeure. Dans le reggae même, évidemment, il est le standard par lequel tous les autres sont mesurés. Mais au-delà du reggae, son influence s'étend au rock, au punk, au hip-hop, à la pop. Des groupes comme The Police incorporaient des éléments de reggae dans leur musique New Wave. UB40, un groupe britannique, construisit toute leur carrière sur des reprises de reggae et de l'original reggae pop. Sublime, un groupe de ska punk californien, était profondément influencé par Bob Marley. Dans le hip-hop, l'impact de Bob est également significatif. Son message de résistance, de fierté africaine, de lutte contre le système résonne fortement avec la philosophie du hip-hop conscient. Des rappeurs comme Nas, Lauryn Hill et d'innombrables autres ont samplé sa musique ou référencé ses paroles. Lauryn Hill notamment a fait une reprise émouvante de Turn Your Lights Down Low avec des enregistrements de la voix de Bob. Bob Marley a directement encouragé et inspiré des artistes de son vivant aussi. Il y a une histoire touchante sur le poète britannique Benjamin Zephaniah. Zephaniah, un jeune poète noir britannique dans les années 70, admirait profondément Bob Marley. Il envoya certains de ses poèmes à Bob, ne s'attendant probablement jamais à recevoir une réponse. Mais Bob lui répondit effectivement, avec une lettre qui disait « La Grande-Bretagne a besoin de toi. Continue de faire ce que tu fais. » Cet encouragement de son héros donna à Zephaniah la confiance pour poursuivre sa carrière de dub poet et d'activiste. Et il devint effectivement une voix importante de la culture britannique noire. Au-delà de la musique, Bob Marley est devenu un symbole culturel et politique puissant. Dans des pays qui ont connu des conflits, son message de paix et d'unité a été adopté de manière remarquable. En Serbie, un pays qui a connu des guerres ethniques terribles dans les années 90, une statue de Bob Marley a été érigée en 2008. L'inscription sur la statue dit « Combattant pour la liberté armée ». D'une guitare, la statue est devenue un symbole de tolérance et de réconciliation. En Nouvelle-Zélande, l'anniversaire de Bob est célébré comme partie des commémorations du Waitangi Day, le jour national néo-zélandais. Sa musique est vue comme un pont entre les Maoris et les Pakeha, les Néo-Zélandais d'origine européenne, un symbole d'unité multiculturelle. En Afrique, Bob Marley reste une figure héroïque. Dans des pays comme le Ghana, le Kenya, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, sa musique est jouée constamment. Ses paroles sont connues par cœur. Son message de fierté africaine et de panafricanisme continue à inspirer. Pour beaucoup d'Africains, Bob Marley, bien qu'il ne soit jamais venu vivre en Afrique de manière permanente, est considéré comme un fils spirituel du continent qui a porté le message africain au monde entier. La famille de Bob a également perpétué son héritage musical. Plusieurs de ses 11 enfants reconnus sont devenus des musiciens accomplis. Ziggy Marley, le fils aîné de Bob et Rita, a eu la carrière solo la plus réussie, remportant de multiples Grammy Awards avec son groupe Ziggy Marley and the Melody Makers et ensuite en solo. Ziggy a hérité non seulement du talent musical de son père, mais aussi de son sens de la responsabilité sociale, utilisant sa plateforme pour promouvoir des causes humanitaires. Stephen Marley, un autre fils de Bob et Rita, est devenu un producteur et artiste reggae respecté, gagnant aussi plusieurs Grammy. Damian Marley, surnommé Junior Gong
en hommage au surnom Tuff Gong de son père, est née de la relation de Bob avec Cindy Breakspear, Miss Monde en 1976. Damian a trouvé un succès énorme en mélangeant reggae et hip-hop, collaborant avec des rappeurs comme Nas sur des albums qui ont reçu un accueil critique enthousiaste. D'autres enfants de Bob, comme Julian Marley, Ky-Mani Marley, et même sa petite-fille Skip Marley, ont tous sorti de la musique et tourné. Cette dynastie musicale multigénérationnelle assure que le nom Marley reste vivant dans la musique contemporaine, que de nouvelles chansons Marley continuent d'être créées, apportant le message de Bob à de nouvelles oreilles. Il y a quelque chose de presque mystique dans la façon dont Bob Marley a continué à grandir en influence après sa mort. C'est comme si l'univers avait reconnu que son message était trop important pour être limité à une seule vie de 36 ans. Sa musique a été utilisée dans d'innombrables films, documentaires, publicités. Redemption Song a été joué lors de funérailles de leaders mondiaux, lors de commémorations d'événements tragiques, lors de célébrations de victoires pour les droits civiques. One Love a été adopté comme une sorte d'hymne non officiel à la paix mondiale, joué lors d'événements sportifs internationaux comme les Jeux Olympiques, utilisé dans des campagnes pour la tolérance et l'unité. Le message, simple mais profond de la chanson, que nous sommes tous une seule famille humaine sous un seul amour divin, transcende les frontières de religion, de race, de nationalité. Three Little Birds, avec son refrain rassurant que chaque petite chose va aller bien, est devenue une chanson de réconfort universelle. Elle est jouée dans les hôpitaux pour réconforter les patients, dans les écoles pour calmer les enfants anxieux, lors de moments de crise pour rappeler aux gens de garder espoir. Il y a quelque chose dans la simplicité de ce message, dans la mélodie douce et ensoleillée qui touche directement le cœur. Get Up, Stand Up est devenu un hymne de protestation, chanté lors de manifestations pour les droits civiques, pour les droits des travailleurs, contre les guerres injustes, pour la justice climatique. Partout où des gens se rassemblent pour réclamer leurs droits, pour se tenir debout contre l'oppression, on peut entendre les paroles de Bob les exhortant à ne pas abandonner le combat. L'héritage de Bob Marley s'étend même à des domaines surprenants. Dans le monde universitaire, il y a des cours entiers consacrés à l'étude de Bob Marley, de sa musique, de son impact culturel. Des thèses de doctorat ont été écrites sur lui. Des conférences académiques se tiennent pour analyser différents aspects de son œuvre. Il est étudié dans les départements de musique, mais aussi dans les départements d'études africaines, de sciences politiques, de religion, de sociologie. Bob Marley est devenu un sujet d'étude légitime et important, reconnu comme une figure qui a contribué à façonner le XXe siècle. Des biographies ont été écrites sur Bob, certaines excellentes et approfondies, d'autres moins rigoureuses. Des documentaires ont été réalisés, explorant sa vie, sa musique, son époque. Le documentaire Marley de 2012, réalisé par Kevin MacDonald, est particulièrement bien fait, offrant un portrait nuancé et complet de l'homme et de l'artiste à travers des interviews avec sa famille, ses collaborateurs et des images d'archives rares. En 2024, un film biographique majeur intitulé Bob Marley, One Love est sorti avec l'acteur britannique Kingsley Ben-Adir dans le rôle de Bob. Le film, produit en partie par la famille Marley, se concentrait sur la période autour de la tentative d'assassinat de 1976 et du One Love Peace Concert. Bien que certains historiens du reggae aient pointé des inexactitudes historiques dans le film, il a néanmoins introduit Bob Marley à encore une nouvelle génération de fans et a généré un regain d'intérêt pour sa musique. Maintenant, comme avec toute figure légendaire, Bob Marley est aussi entouré de mythes, de rumeurs, de théories de conspiration. Il est important de séparer les faits vérifiés de la spéculation et de la fiction pure. Abordons quelques-uns des mythes les plus persistants. Le mythe le plus répandu et le plus persistant est que Bob Marley a été assassiné, souvent avec l'affirmation que la CIA, l'agence de renseignement américaine, était derrière sa mort. Cette théorie de conspiration existe sous différentes formes, mais une version particulièrement fantaisiste prétend qu'un agent de la CIA aurait donné à Bob une paire de bottes contenant un clou empoisonné qui lui aurait inoculé le cancer. Parfois, l'histoire mentionne un prétendu agent nommé Bill Oxley qui aurait fait une confession sur son lit de mort.
La vérité, basée sur des preuves médicales solides et corroborées, est que Bob Marley est mort d'un mélanome métastatique, un cancer de la peau qui n'a pas été traité de manière adéquate et qui s'est propagé à travers son corps. Il n'existe aucune preuve crédible d'empoisonnement ou d'intervention de la CIA. L'histoire de Bill Oxley a été complètement démystifiée. Elle provient de sites web de fausses nouvelles et aucun agent de la CIA de ce nom n'a jamais été documenté. Les médecins de Bob ont attesté que le mélanome lentigineux acral, la forme de cancer qu'il avait, est relativement commun chez les personnes à peau foncée et que son cancer était une triste réalité médicale, pas un complot. Pourquoi cette théorie de conspiration persiste-t-elle alors? En partie parce que Bob était effectivement une figure politique importante qui dérangeait certains pouvoirs établis. Il avait survécu à une vraie tentative d'assassinat en 1976. Et les gens ont du mal à accepter qu'une figure aussi importante, si pleine de vie, puisse simplement mourir d'une maladie évitable. Il y a quelque chose de tragiquement banal dans le fait qu'un homme qui a changé le monde soit mort parce qu'il a refusé l'amputation d'un orteil pour des raisons religieuses. Les théories de conspiration offrent une explication plus dramatique, plus digne en quelque sorte de l'importance de la personne, mais elles restent sans fondement factuel. Un autre mythe concerne le nombre d'enfants de Bob. On entend parfois des chiffres extravagants, 20, 30, voire plus. La réalité est que Bob a officiellement reconnu 11 enfants de plusieurs relations différentes. C'est vrai que Bob a eu de nombreuses relations extra-conjugales pendant son mariage avec Rita, qui elle-même a eu 2 enfants avec d'autres hommes pendant leur mariage. Leur relation était, disons, non conventionnelle. Après la mort de Bob, plusieurs personnes sont effectivement venues réclamer d'être ses enfants dans l'espoir d'avoir une part de son héritage. Mais la famille Marley reconnaît 11 enfants comme légitimes. Tout chiffre plus élevé relève de la spéculation ou de fausses revendications. Il y a aussi le mythe de Bob Marley comme simple icône de la marijuana, réduisant toute son identité à sa consommation de cannabis. C'est vrai que Bob fumait de la ganja régulièrement et abondamment. Certaines sources suggèrent qu'il fumait jusqu'à 18 joints par jour, bien que ce chiffre exact soit difficile à vérifier. Mais pour Bob, et pour les Rastafari en général, le cannabis n'était pas simplement une drogue récréative. C'était une herbe sacrée, utilisée pour la méditation, pour la réflexion spirituelle, pour se connecter avec Jah. Bob voyait la ganja comme la guérison de la nation, et il militait pour sa légalisation, mais dans un contexte spirituel et médicinal. La commercialisation posthume de Bob l'a souvent réduit à cette image simpliste du Rasta cool qui fume, son visage sur des posters entourés de feuilles de cannabis. Cette représentation était frustrante pour ceux qui connaissent la profondeur réelle de sa philosophie et de son message. Bob était un penseur spirituel profond, un commentateur social incisif, un artiste sérieux. Réduire tout cela à l'image du stoner jovial est une insulte à sa mémoire et occulte ce qui le rendait vraiment important. Un autre mythe subtil mais important est que Bob Marley était principalement un artiste feel-good, un type de hippie qui chantait sur l'amour et la paix de manière naïve. Si on n'écoute que ses chansons les plus commerciales comme Three Little Birds ou Is This Love, on pourrait avoir cette impression. Mais cette vision ignore complètement l'edge politique et militant de beaucoup de sa musique. Bob chantait sur Burning and Looting, sur la révolution, sur la destruction de Babylone. Il chantait War avec des paroles qui sont littéralement un appel aux armes contre le racisme et l'oppression. Il soutenait ouvertement des mouvements de libération africains. Il a littéralement failli être assassiné à cause de son influence politique perçue. Le Bob Marley réel contenait multitudes. Il était à la fois le poète doux de No Woman No Cry et le révolutionnaire enflammé de Get Up, Stand Up. Il était à la fois l'amant romantique et le guerrier spirituel. Toute représentation qui se concentre exclusivement sur un aspect au détriment de l'autre est incomplète et trompeuse. Il y a aussi un fait peu connu sur la vie spirituelle de Bob qui complique le récit simple de Bob, le Rastafari pur et dur. Vers la fin de sa vie, le 4 novembre 1980, Bob fut baptisé dans l'église orthodoxe éthiopienne par l'archevêque Abuna Yesehak. Il reçut le nom baptismal de Berhane Selassie.
qui signifie lumière de la Trinité. Ce baptême fut probablement influencé par Rita, qui était elle-même orthodoxe éthiopienne depuis longtemps, et par la confrontation de Bob avec sa propre mortalité alors qu'il luttait contre le cancer. Certains Rasta puristes sont mal à l'aise avec ce fait, car ils suggèrent que Bob s'est éloigné du Rastafari pour embrasser le christianisme orthodoxe. Mais c'est probablement une interprétation trop simpliste. L'Église orthodoxe éthiopienne est étroitement liée à l'histoire de l'Éthiopie et donc à Haïlé Sélassié. Pour Bob, ce baptême était probablement vu comme un complément à sa foi Rastafari plutôt qu'un rejet de celle-ci, une formalisation de sa connexion avec l'Éthiopie et avec la tradition chrétienne éthiopienne que Haïlé Sélassié lui-même représentait. L'archevêque Yesehak lui-même a participé aux funérailles de Bob, confirmant l'authenticité et l'importance de ce baptême. Ce détail montre que Bob était un chercheur spirituel en constante évolution, pas quelqu'un enfermé dans un dogme rigide. Sa foi était vivante, dynamique, s'approfondissant jusqu'à ses derniers jours. Abordons aussi brièvement les relations de Bob avec les femmes, un sujet complexe. Bob est souvent idéalisé comme une sorte de saint, mais la réalité est qu'il était un homme avec des défauts significatifs, particulièrement dans sa vie personnelle. Bien que marié à Rita jusqu'à sa mort, Bob avait de nombreuses liaisons et 7 de ses 11 enfants sont nés en dehors de son mariage. Rita elle-même a admis que supporter les infidélités de Bob était difficile, mais qu'elle acceptait cela comme faisant partie de qui il était. D'un point de vue moderne, le comportement de Bob envers les femmes pourrait être vu comme problématique, reflétant des attitudes patriarcales, où les hommes se sentent autorisés à avoir de multiples partenaires pendant que leurs épouses sont censées rester fidèles. D'un autre côté, il faut reconnaître que Rita n'était pas entièrement passive. Elle-même a eu des enfants avec d'autres hommes, et leur mariage fonctionnait selon des règles que seule comprenait vraiment. Cette complexité dans sa vie personnelle ne diminue pas son génie musical ou l'importance de son message social et spirituel, mais elle nous rappelle qu'il était humain, faillible, pas le prophète parfait que certains voudraient qu'il soit. Reconnaître ces imperfections permet en fait une compréhension plus complète et plus honnête de qui était Bob Marley. Il y avait aussi des tensions au sein du groupe original des Wailers. Peter Tosh et Bunny Wailer sentaient parfois que Bob recevait une reconnaissance disproportionnée, alors qu'eux aussi contribuaient énormément à la musique. Ces tensions contribuèrent à leur départ du groupe en 1974. C'était compréhensible. Peter et Bunny étaient des artistes talentueux à part entière, pas simplement des acolytes de Bob. Le fait que l'histoire ait largement retenu Bob Marley comme le visage du reggae, alors que Peter Tosh et Bunny Wailer, malgré leurs propres carrières réussies, sont beaucoup moins connus, est quelque chose qui les frustrait probablement. En séparant soigneusement les faits vérifiés de la spéculation et des mythes, nous obtenons une image plus claire et plus honnête de Bob Marley. C'était un homme extraordinairement talentueux avec une vision et un message puissant. Il a surmonté des obstacles immenses, la pauvreté, le racisme, les tentatives d'intimidation et d'assassinat, pour devenir une voix qui a touché des centaines de millions de personnes. Il a utilisé sa plateforme pour promouvoir la paix, l'unité, la justice sociale, la fierté africaine. Sa musique continue de résonner parce qu'elle touche des vérités humaines universelles. Mais il était aussi un homme avec des défauts, quelqu'un qui a fait des erreurs dans sa vie personnelle, qui a pris une décision médicale malheureuse qui a coûté sa vie, qui n'était pas toujours parfaitement juste envers ceux qui l'entouraient. Cette humanité, ces imperfections, ne le rendent pas moins remarquable. Au contraire, elles le rendent plus réel, plus relatable. Comme Bob lui-même l'a dit, vous devez connaître le passé pour connaître le présent. En connaissant le vrai Bob Marley, avec toute sa complexité, ses contradictions, ses triomphes et ses défaillances, nous pouvons mieux apprécier l'héritage présent qu'il nous a laissé. Et quel héritage c'est ? Plus de 40 ans après sa mort, Bob Marley reste l'une des figures musicales les plus importantes et les plus aimées du monde. Sa musique est diffusée des milliards de fois par an sur les plateformes de streaming. Ses chansons continuent d'être découvertes par de nouvelles générations qui trouvent en elles la même inspiration, le même réconfort, le même appel à l'action que les générations précédentes.
L'impact culturel de Bob Marley dépasse largement le domaine de la musique. Il a changé la perception mondiale de la Jamaïque, d'une petite île des Caraïbes à un centre de créativité culturelle et de sagesse spirituelle. Il a apporté le mouvement Rastafari, avec toute sa philosophie unique, à l'attention mondiale. Il a contribué à élever la conscience sur les questions de justice raciale, de néocolonialisme, de droits humains. Pour des millions de personnes, à travers le monde, Bob Marley représente quelque chose de profond. Pour les Africains et les personnes de la diaspora africaine, il représente la fierté, la connexion avec les racines, la résistance contre l'oppression. Pour les opprimés de toute race et origine, il représente l'espoir que la justice finira par triompher. Pour ceux qui cherchent la paix dans un monde divisé, il représente la possibilité de l'unité, le rêve de One Love. Pour ceux qui aiment simplement la bonne musique, il représente l'excellence artistique, des chansons parfaitement crafted qui touchent l'âme. Il y a quelque chose dans la voix de Bob Marley, dans le groove profond de sa musique, dans la sincérité de ses paroles, qui crée une connexion presque mystique avec les auditeurs. Tant de gens décrivent écouter Bob Marley comme une expérience presque spirituelle, quelque chose qui les calme, qui les centre, qui leur donne de la force. Cette qualité spéciale, indéfinissable, est ce qui distingue les vrais artistes légendaires des simples stars populaires. Le musicologue Roger Stephens, qui a consacré sa vie à étudier Bob Marley et qui possède la plus grande collection Marley au monde, a dit quelque chose de perspicace. Marley était un prophète en ce sens, il comprenait que nous vivions des temps très sérieux. Cette qualité prophétique, cette capacité à voir plus profondément que d'autres, à articuler des vérités que les gens ressentent mais ne peuvent pas exprimer, c'est ce qui fait qu'on revient encore et encore à la musique de Bob Marley. Quand vous écoutez War aujourd'hui, avec ses paroles sur le racisme et l'inégalité, c'est toujours pertinent. Quand vous écoutez Get Up, Stand Up, avec son appel à réclamer vos droits, c'est toujours nécessaire. Quand vous écoutez Redemption Song, avec son message sur la libération de l'esclavage mental, c'est toujours urgent. Le monde a changé de nombreuses manières depuis la mort de Bob en 1981, mais les problèmes fondamentaux d'injustice, d'inégalité, de division qu'il abordait dans sa musique existent toujours. C'est pourquoi son message reste éternellement pertinent. Et puis il y a les chansons plus douces, plus personnelles. Quand vous traversez une rupture difficile et que vous écoutez No Woman No Cry, vous vous sentez compris, réconforté. Quand vous êtes anxieux à propos de l'avenir et que vous entendez Three Little Birds vous assurer que tout ira bien, vous sentez une vague de paix. Quand vous êtes amoureux et que vous écoutez Is This Love, vous trouvez les mots que vous cherchiez pour exprimer ce que vous ressentez. La musique de Bob Marley accompagne les gens à travers les hauts et les bas de la vie, devenant la bande sonore de leurs expériences les plus importantes. Il y a aussi quelque chose d'important dans le fait que Bob Marley ait prouvé qu'on pouvait conquérir le monde en restant fidèle à sa propre culture, à sa propre langue et manière de parler, à sa propre vision. Il n'a pas essayé de devenir américain ou britannique pour plaire aux marchés occidentaux. Il est resté profondément jamaïcain, profondément Rastafari, profondément lui-même. Et le monde est venu à lui, a appris à apprécier et à aimer sa culture, ses croyances, sa musique telle qu'elle était. C'est une leçon puissante pour les artistes du tiers-monde, pour les personnes de culture marginalisées. Vous n'avez pas besoin de vous conformer aux standards occidentaux pour réussir. Vous pouvez rester authentique, célébrer votre propre culture, et si votre art est assez bon, assez sincère, assez puissant, le monde vous trouvera. Bob Marley a ouvert cette voie et d'innombrables artistes depuis, du reggae à l'afrobeat au K-pop, ont suivi son exemple. La Jamaïque elle-même a été transformée par Bob Marley. Le tourisme jamaïcain s'appuie énormément sur l'héritage de Bob. Des touristes du monde entier viennent en Jamaïque en partie pour marcher sur la terre qui a produit Bob Marley, pour visiter sa maison, sa tombe, les endroits associés à sa vie. Chaque année en février, pour l'anniversaire de Bob, Kingston organise Bob Marley Week avec des concerts, des conférences, des célébrations. C'est devenu un événement culturel majeur qui attire des visiteurs internationaux. Mais au-delà du tourisme,
Bob a donné à la Jamaïque une fierté nationale immense. Pour un petit pays qui a souvent été ignoré ou condescendu par les grandes puissances, avoir produit une figure de l'importance mondiale de Bob Marley est une source d'orgueil énorme. Bob a mis la Jamaïque sur la carte culturelle mondiale d'une manière que peu d'autres ont fait. Il a montré que la grandeur peut venir de n'importe où, que la sagesse et l'art ne sont pas le monopole des nations riches et puissantes. En réfléchissant à la totalité de la vie et de l'héritage de Bob Marley, ce qui ressort le plus est peut-être sa capacité à transcender les catégories. Il était un artiste reggae, mais sa musique plaît aux fans de rock, de soul, de pop, de hip-hop. Il était jamaïcain, mais il est revendiqué par des gens du monde entier comme leur héros. Il était Rastafari, mais son message touche des chrétiens, des musulmans, des hindous, des bouddhistes, des athées. Il chantait souvent en patois jamaïcain, mais même ceux qui ne comprennent pas chaque mot sentent le sens et l'émotion. Cette universalité, cette capacité à parler à l'humanité entière tout en restant profondément enraciné dans une culture et une identité spécifiques, c'est le vrai génie de Bob Marley. Il n'a jamais dilué son message ou sa musique pour plaire au plus grand nombre, mais paradoxalement, c'est précisément cette authenticité non compromise qui lui a permis de toucher autant de gens. L'histoire de Bob Marley est, au fond, une histoire d'espoir. C'est l'histoire d'un enfant né dans la pauvreté, confronté à la discrimination, qui aurait pu facilement devenir amer, cynique, défaitiste. Mais au lieu de cela, il a choisi la musique, il a choisi la foi, il a choisi de croire que les choses pouvaient changer, que l'amour pouvait triompher, que l'unité était possible. Et il a consacré chaque once de son être à propager ce message. Même face à une tentative d'assassinat, même face à un cancer terminal, Bob n'a jamais abandonné sa mission. Il a continué à créer, à jouer, à inspirer, jusqu'à ce que son corps ne puisse littéralement plus continuer. Cette détermination, ce dévouement à quelque chose de plus grand que soi, c'est ce qui définit un véritable héros. Et donc, alors que nous arrivons à la fin de ce voyage nocturne à travers la vie de Bob Marley, nous pouvons nous reposer en sachant que son esprit continue. Quelque part en ce moment même, quelqu'un découvre Bob Marley pour la première fois et sa vie est changée par cette découverte. Quelqu'un met Get Up, Stand Up pour se donner du courage avant de se battre pour une cause juste. Quelqu'un écoute No Woman No Cry et se sent moins seul. Quelqu'un chante One Love et croit, ne serait-ce que pour un moment, que l'unité est vraiment possible. Bob Marley nous a dit que nous devions nous émanciper de l'esclavage mental. Il nous a dit de nous lever et de défendre nos droits. Il nous a dit que chaque petite chose ira bien. Il nous a dit de nous rassembler et de sentir que tout va bien. Il nous a dit que l'amour est la seule réponse. Ces messages, simples mais profonds, sont son cadeau au monde. Un cadeau qui continue de se donner, génération après génération, toucher après toucher, cœur après cœur. Robert Nesta Marley a vécu seulement 36 ans, mais dans cette courte existence, il a offert au monde un cadeau éternel. Il nous a montré que la musique pouvait être plus qu'un divertissement. Elle peut être une force de guérison, un outil de libération et un langage universel. Bob a dit un jour: une bonne chose à propos de la musique, c'est que quand elle vous frappe, vous ne ressentez aucune douleur. Ce soir, laissez cette musique vous apaiser. Laissez son message d'unité, ce fameux One Love, vous envelopper comme une couverture rassurante. Alors que vous glissez maintenant vers le sommeil, souvenez-vous que malgré les difficultés du monde, l'espoir et l'amour finissent toujours par trouver leur chemin. Tout comme la voix de Bob a trouvé son chemin depuis les collines de Nine Mile jusqu'aux 4 coins de la planète. Si ce voyage nocturne vous a touché et apaisé, je vous invite doucement à laisser un j'aime ou à vous abonner à Nocta Music pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Maintenant, fermez les yeux, respirez profondément, tout va bien se passer, every little thing is gonna be alright. Laissez le rythme imaginaire du reggae ralentir les battements de votre cœur. Bonne nuit mes amis, que vos rêves soient paisibles. One Love, une seule famille, unie dans le sommeil. À très bientôt.